Vous êtes qui? Canal inattendu. Canal inattendu. Qu'est-ce que c'est ce micmac? D'où vous sortez? On est des dissidents de Corsica Libre, notre mouvement a 2 jours. Peut-être, mais c'est à nous d'interroger le Continental qui cherche Léon. Pas question. C'est notre affaire. Calmez-vous, messieurs, le supporter d'une bonne nouvelle pour monsieur... Toi, le Vinchou de ta gueule. De quel droit? C'est l'affaire de Corsica Nazionale. Corsica Nationale n'a plus aucune légitimité. Corsica Nazionale, aucune légitimité. Attention à ce que tu dis, le Piaf. Ça part vite, ces engins. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 2. Cette semaine émission règles de l'engagement, acronymes et harcèlement. Le tango corse, c'est comme ça. Un jour, des musiciens du Nord ont joué trop vite et trop fort, un vrai tango de salariés, on ne les a jamais retrouvés. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Fernandel. Donc, nous allons parler de Corse ce soir à l'occasion de la sortie il y a 2 semaines dans les salles françaises de À son image, le nouveau long métrage de Thierry de Peretti. Ensuite, le docteur nous parlera de Anzu, chat fantôme de Yoko Kuno et Nabuhiro Yamashita. Et ensuite, nous parlerons du nouveau long métrage de Jérémy Saulnier, Rebel Ridge, disponible sur Netflix depuis une dizaine de jours. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a donc bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche. Toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Quel est ce maillot que vous avez Le Vitória Guimarães. Il est très joli. Hein. Souvenir du Portugal. Et donc un nouveau sportif aussi a rejoint les rangs donc, de la grande famille de la sueur, du sport et de la fonte. Il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Je vois qu'effectivement on a vu avec Thibaut quand tu es entré que tu commences à sculpter ton nouveau corps d'athlète. Je suis plus pareil quoi. J'ai effrôlé un de tes pectoraux et je me suis fait mal. Non mais fais gaffe. Gaffe. Moi je suis un danger public. Voilà, je suis un Narvalo. C'est parce que depuis que Erwan a vu Rebel Ridge, il s'est dit que lui aussi je me suis dit que j'aimerais bien ressembler à Aaron Pierre. Voilà, avoir des gros biscottos. Ouais, et avoir des gros biscottos. Pouvoir démonter des flingues comme ça en 2-2. Exactement, en 2-2. Donc je m'entraîne. Exactement. Mais par contre, ça fait mal, ça fait plein de courbatures. C'est vraiment le 3e âge. Je vais geindre demain, je pense. Et donc, à la mise en son de cette émission. Je précise que c'est pas volontaire si je fais du sport, on m'oblige. J'ai pas le choix, je suis obligé. On a toujours le choix. Je suis obligé. On a toujours le choix. Je suis poussé à faire du sport. Et donc, à la mise en son de cette émission, il y a Ulysse. Bonsoir Ulysse. Qui vous coucou. Erwan, on a toujours le choix. Dans la vie, tout est une question de choix. Oui, la tétine ou le biberon. Ça, c'est ton fond catholique, ça. C'est le côté libre arbitre. Moi, je suis devenu calviniste. Depuis la douleur. Depuis aujourd'hui, la douleur, la mortification et le destin, quoi. Enfin, la grâce. La grâce, c'est ça. Ah, la grâce au lieu de la graisse. Exactement. Je sais pas si je pense que je vais avoir ni l'un ni l'autre chance. Donc voilà, avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors les agenda local pour commencer, et bien donc dimanche dernier nous avons eu La Garçonnière comme film du dimanche soir, c'était merveilleux, le film de Billy Wilder, et donc nous allons continuer sur notre océan de bonne humeur, parce que le 20 octobre prochain nous vous proposons Men Océan de Jacques Rosier, dont les 4 longs métrages ont enfin été restaurés, ils sont ressortis la semaine passée dans les salles en France, les 4 films passeront au cinéma Arvor, mais donc nous vous proposons avec nos meilleurs ennemis du cinéma est mort, un de ces plus beaux chefs-d'œuvre, en même temps 4 grands films, donc Men Océan avec Luis Rego et un Bernard Ménez on fire. J'adore Bernard Ménez. Et des films qu'on voit avec la Bretagne aussi, oui, beaucoup. Oui, donc voilà, c'est aussi du cinéma local. Exactement. Privilégier le circuit court. Voilà, exactement. Sinon, demain au Ciné Tambour à 18h15, il y a L'Enfance d'Ivan de Andrei Tarkovsky. Voilà, film de bonne humeur aussi. Ah oui, si vous aimez la galéjade. Mais par contre, voilà, si vous ne connaissez pas Tarkovsky, sachez que L'Enfance d'Ivan, c'est le premier et que c'est aussi le plus court.
Ça fait 1h30, donc ça passe très bien. Hein. Si vous êtes un peu effrayé par Tarkovsky, Le plus accessible, peut-être c'est peut-être le plus accessible. Moi, Grand public, commercial. Moi, je sais que voilà, moi j'ai commencé par l'enfance d'Ivan. Moi, j'ai regardé les films dans l'ordre chronologique. Ouais, je crois que c'est ce qu'il faut. Hein. Et, parce que si tu commences par Nostalgia, ouais, c'est un peu du rail. Voilà, c'est ça. Et voilà, si vous êtes un peu effrayé, l'enfance d'Ivan, c'est beaucoup plus, très accessible par rapport à d'autres films postérieurs. Et donc sinon, visiblement, demain au Tambour, c'est vraiment la soirée de la déconne, hein, puisqu'il y a à 20h45, il y a Pichoté, la loi du plus faible, film brésilien de Hector Babenco, où pareil, ça rigole pas des masses. Hein. L'enfance malheureuse. Bah oui, mais bon, c'est la rentrée, quoi. Sinon, cette semaine à l'Arvor commence le festival Play It Again, dont le cocktail d'ouverture est en ce moment même, ce qui fait que je ne peux pas y être pour profiter des petits fours gratuits et des verres offerts par le festival. En même temps, étant donné que c'est Play It Again, c'est forcément du réchauffé. Oh là là, je vois que... je n'ai rien perdu de mon esprit roboratif et décapant. Hein. Le sport et l'humour, la tête et les jambes. Bon à marier. Et donc il y a plusieurs films cette semaine qui passent, notamment La Dolce Vita de Fellini, Nowhere de Greg Araki qui passe ce vendredi, Les Demoiselles de Rochefort de Jack Demy et L'horrible musique de Michel Legrand. Je présenterai d'ailleurs Les Demoiselles de Rochefort dimanche matin à 11h. Oh, dimanche matin à 11h pour les leftos. Voilà, entre deux braderies. Ah oui, c'est la braderie. Oui, je fais braderie c'est la braderie du quartier Saint-Hélier cette semaine. Donc je fais Saint-Hélier, Demoiselles de Rochefort, Madeleine. Et ensuite Landry Sacré-Cœur. Ah oui, Sacré-Cœur, pardon. Sacré-Cœur, excusez-moi. Je suis pas là. Ah oui, vous êtes où? Oh, je fais un déménagement. Ah bah, chouette. Super. Vous saurez tout. Vous saurez tout. Sinon, dans les sorties nationales, demain, il y a le nouveau film de Julie Delpy comme réalisatrice qui s'appelle Les Barbares. J'aime beaucoup le cinéma de Julie Delpy. Moi, j'aime beaucoup Julie Delpy tout court. Oui. En tant qu'actrice et en tant que metteuse en scène. Et en plus, celui-là se déroule à Pimpon. Voilà, c'est pas loin. Une fois de plus, circuit court, consommé local. Julie Delpy aime bien la Bretagne. Oui. Le Skylab aussi. Le Skylab, c'est formidable. C'est génialissime. Ce qui nous la rend d'autant plus sympathique. Exactement. Sinon, il y a un film qui s'appelle Les graines du figuier sauvage de Mohamed Rassouleff. Qui a l'air pas mal. Ça a l'air encore de bien rigoler en Iran. Hein. C'est peut-être pas être très fun, mais par contre, ça a l'air pas mal. Dans la catégorie encore fantasy, Ni chaîne ni maître de Simon Matarou, donc sur nos esclaves aux Antilles il y a quelques siècles de ça, où apparemment la vie était pas facile, apprenez-le. Hein, donc les béquets n'ont pas fait que des choses bien. Et donc, certes, ils ont construit les routes, mais ils ont fait construire les routes. Et donc, dans le rôle du salopard en chef, il y a notre ami Fat Benoît Magimel. Et toujours très bien les rôles de colons. Hein, oui, toujours. Qui devient une de ses spécialités, quand même, notons bien. Disons qu'il a un peu le physique un peu lourd. Voilà, la colon-exploitation. La colon-exploitation. Voilà, il y a ça. Sinon, il y a un film d'horreur avec James McAvoy, Speak No Evil. Il y a le dernier film, littéralement, de Sophie Filière, puisqu'elle est décédée il y a peu, Ma vie, ma gueule, avec Agnès Jaoui. Il y a un documentaire de Valérie Donzelli, rue du Conservatoire, sur le conservatoire d'art dramatique auquel elle avait échoué dans les années 90. Elle est revenue pour faire un documentaire pour dire « Ah, moi j'ai réussi, nanana ». Ça sera sans moi. Oui. Voilà. Des gens prétentieux qui filment des gens prétentieux. Sinon, il y a un polar qui m'a l'air croquignolet qui s'appelle Jour de colère avec Asia Argento et Joe Star. Ça sent l'acting de subtilité. C'est réalisé par qui, ça? Personne, mais... Non, un inconnu. Parce que ça pourrait être du Siri, ça. Oui, ça voire du Niclou dans ses mauvais jours. Oh non, alors, ça aurait été Niclou, là j'irais le voir direct. Non, je sais bien. Mais là, non, ça réalisé par personne. Et sinon, cette semaine, pas de concert au cinéma, mais néanmoins de la musique, car je sais que vous êtes tous les deux des êtres sensibles, malgré toute cette testostérone qui vous habite. Donc, vous pourrez aller voir Le Cœur qui bat, qui est le deuxième film documentaire d'un réalisateur sensible et engagé, où cette fois, dans ce film, il décide de partir à l'exploration du sentiment amoureux, et c'est réalisé par rien de moins que Vincent Delerme. Déjà, ça s'appelle Le Cœur qui bat. Moi, je vais pas aller voir ça. Hein. Déjà, je refuse d'aller voir des trucs. Je sens que l'émotion t'étreint, Thibaut. Je suis un peu circonspect. Ah oui. Vincent Delerme, quand même. Oui, je vois très bien qui c'est. Ce rocker à la voix si forte et portée, et qui nous parle du sentiment amoureux, comme il l'a si bien fait dans ses magnifiques chansons. C'est vrai. Hein, et comme son père l'a très bien fait dans les bouquins. Oui, exactement. Que du bon, quoi. Que du bon, exactement. Voilà. Donc voilà. Donc c'est fun en fait. Quoi. Voilà, il y a que du fun quoi. En fait. Ah bah oui, l'époque est vraiment à la rigolade en ce moment. Hein. Et donc nous allons passer dans la section critique de cette émission. Nous allons continuer à rigoler et nous allons partir du côté de la Corse. J'ai le sentiment profond
qu'aujourd'hui, c'est peut-être ouvert, même s'il est fragile, l'espace nécessaire à la discussion et au dialogue. Celle-ci se traduira dans un premier temps par une suspension de toutes opérations militaires pour une durée de 3 mois. En 60 ans, con Maria-Hélène Mattei che sono faccia negoziare alla piatto con Debré. Sono mesi e mesi che li tradisce invece. Santoro se ne fout. E o potere che interessa a ele. Debré, il exigeait une trêve. Alors, Gafat aux Antilles, très longue, à 60 mise. Sa grande cérémonie pour démontrer la représentativité de son courant. Et il croit encore que c'est de la lutte. I vlichi hanno ricevuto l'ordine. Non si moscano mica. Non ha rovinato il movimento qui. Abbiamo cercato un cuidoni, a mezzi clandestini, per fare quantità, io. Se non stiamo così, non fa nulla. È morta l'altra. Finita. Anche una di una detta di tutte queste segunerie. E per qui sa che ti voglio vedere. Con i pochi amici cargesani. Abbiamo deciso di creare, vedi, una piccola struttura. Se tu sei interessato, continui meglio. Sinon, tu oublies la soirée. È sicuro che sono interessato, je veux agir, moi. Un petit groupe de patriotes déterminés, armés, anonymes, qui se concentrera sur des actions contre l'État français. Allez, continuera. Un groupe complètement autonome et démocratique. Ici, pas de chef, pas de clan. Et on ne se compromet pas avec ceux qui sont compromis. Et ces anonymes participent à des actions radicales, diciamo. Radicale. Oui, Andy. On privilégie le militaire sur le politique. On doit retrouver les origines de la lutte. L'après-Aliria. La lutte collettive du peuple corse. E qua che ci vuole cercare di rivivisce. Non ti domandiamo mica di savorti. Ti domandiamo soldi e non siamo mica deboli. Capisci, Maranelli? A salute. 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 Alors qu'est-ce qu'on fait? Je le tue ou je le tue pas? Aucun mouvement politique ne peut prétendre à lui seul incarner le peuple. Nous ne sommes pas un énième mouvement, dissident ou renaissant, ou en gestation. Le peuple corse ne sera jamais réduit à un sigle, quel qu'il soit. Soit à la maison, tu m'attends. Ah là 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 là. Ah, voilà. Lumière rouge, lumière rouge. Je vous ai dit de vous fermer vos moulins. Oui, désolé, donc vous êtes bien dans En attendant Godard sur Syllab. Et donc le vélo en plein air, c'est vachement bien. C'était un extrait, taisez-vous, de Les Anonymes, le film pour Canal+, qui avait réalisé Pierre Scholler il y a une dizaine d'années sur l'assassinat du préfet Erignac en Corse et sur la garde à vue qui a suivi pour les suspects la traque de Ivan Colonna. Et donc, évidemment, de Corse, il en est question dans le nouveau long-métrage de Thierry Peretti, à son image, son 4e long-métrage pour le cinéma après Les Apaches et une vie violente, qui était déjà consacré à la question de l'identité corse et des différentes luttes idéologique au sein du mouvement et de l'influence qu'elle peut avoir sur une certaine partie de la population. Il avait réalisé il y a 2 ans Enquête sur un scandale d'État qui était plus un thriller dossier, on va dire, sur différentes magouilles financières qu'on avait beaucoup aimé ici. Et là, il revient donc avec À son image, qui est l'adaptation d'un roman de Jérôme Ferrari qui était sorti en 2018, qui avait fait un petit effet à sa sortie en remportant notamment différents prix littéraires. Et donc ça nous raconte le parcours sur une quinzaine d'années d'une jeune fille corse qui s'appelle Antonia et qui en fait vit tranquillement sa vie de jeune fille. Elle est très intéressée par la photographie. Elle voudrait essayer d'en faire son métier, notamment en commençant par prendre en photo donc les membres de sa famille et puis ses amis et son petit copain, dont d'ailleurs plusieurs de ses amis et notamment donc son petit copain s'engagent dans la lutte armée pour l'indépendance de la Corse vis-à-vis de l'État français. Et donc on va voir un petit peu sur une vingtaine d'années l'évolution du parcours de ce personnage-là et
en même temps, là, on va dire, l'évolution de la lutte politique du FLNC, canal historique, et sa scission entre la lutte armée et la lutte politique. Au fur et à mesure, bien évidemment, de ces 15 ans qui vont se dérouler du début des années 80 jusqu'à quasiment la fin des années 90 d'ailleurs, donc c'est un peu plus que 15 ans. Le personnage partira couvrir, alors que le conflit commence à éclater, la première guerre de Yougoslavie, ce qui, tout en continuant, on va dire, à mener son activité de photographe, qui a évidemment une influence capitale et importante dans le film. Et donc Thierry Peretti, avec ce nouveau film, continue un petit peu de creuser non seulement la question de la Corse et de ces différents mouvements nationalistes et militants, mais je trouve élargi une fois de plus son sujet pour parler finalement de... une des questions principales, par le prisme de la photographie et du personnage Antonia, la question du recul et de la distance que l'on peut avoir quand on traite des événements, même si on reste très proche du sujet. Ce qui nous fait un parallèle avec un film sorti en début d'année, en milieu d'année, dont on avait traité ici, le Civil War de Alex Garland, qui était un film assez lourdingue et très maladroit. Et là, pour le coup, clairement, Thierry Peretti fait un film beaucoup plus intelligent et je trouve beaucoup plus sensuel et réfléchi que le film de Garland, même si la comparaison va s'arrêter là, mais en tout cas je trouve que les questions qu'il pose sur les questions de représentation, la question du militantisme et la question de l'engagement dans une lutte que beaucoup pourraient penser morte, mais qui pourtant, 20 ans après les événements décrits dans le film, continue encore de se poser, et de plus en plus, même si la lutte s'est principalement déplacée sur un terrain politique que sur, on va dire, le terrain militaire. Docteur, vous avez vu le film, vous aussi. Alors, c'est un film qui est effectivement, le fait de le mettre en relation avec le film de Garland, et c'est assez intéressant parce que c'est assez marrant de voir comment est-ce que deux cinéastes, finalement traitent en gros du même sujet, mais comment est-ce que la question du point de vue, en fait, change tout. Et comment la question du regard que tu portes et de la place que tu accordes à ce regard change tout. C'est-à-dire que dans le Garland, quelque part, les journalistes ne sont quelque part que journalistes. Ils sont rien d'autre. C'est-à-dire qu'ils ne sont définis en tant que caractère, que personnage, que par justement leur espèce de leur fonction, leur métier, leur fonction de journaliste, et puis leur côté prétentieux de journaliste, c'est-à-dire le journaliste, leur position sociale, le journaliste qui veut avoir le prix Pulitzer, quoi. C'est-à-dire le journaliste qui est très conscient de son importance historique et tout. Alors que là, justement, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est qu'une des facettes du personnage. C'est une facette importante, parce que évidemment, mais c'est comment dire cette... Oui, parce que c'est un personnage qui veut évoluer dans le métier. Exactement. Au début, elle commence à bosser à Corse Matin, elle fait les inaugurations de salles des fêtes, les chats écrasés et compagnie. Puis au bout d'un moment, elle fait les attentats. Voilà. Donc elle filme les cadavres, elle filme les lieux, en fait, les bars où il y a des fusillades et des choses comme ça. Et puis il y a la guerre. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, ce qu'on suit, en fait, c'est pas du tout, contrairement au film de Garland, c'est pas du tout une confirmation, en fait, que les personnages ont raison. Au contraire, c'est plutôt toute cette période. Moi, je le trouve vachement intéressante, cette partie. Interrogation constante. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que c'est pas vraiment un échec. Comme dirait notre président, je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais c'est par contre, c'est là qu'elle se rend compte quelquefois à la fois de ça confirme son envie d'être photographe, et ça lui montre aussi les limites de l'exercice. Voilà, parce qu'il y a à la fois la volonté de la nécessité de témoigner d'événements graves, d'événements importants qui se passent. Mais que c'est pas toi qui décides. À côté de chez elle ou bien dans le reste du monde. C'est pas toi qui décides de ça. Mais qu'elle a pas d'emprise dessus. Ben non, c'est pas toi qui décides que ton cliché il est historique, en fait. Tu fais un cliché et il se trouve qu'un jour il serait peut-être historique, mais ou pas. Et quelque part, il l'est. Parce que c'est-à-dire que les clichés, en fait, les clichés de ses amis, par exemple, sont tout autant historiques, finalement, que les clichés qu'elle fait de la guerre, dont on ne voit d'ailleurs pas grand-chose. Non. Il me semble qu'on les voit pas, les clichés de la guerre. On la voit prendre des photos, on les développer ses photos. On en voit quelques-uns dans le générique de fin, photos, mais très peu. Dans le générique de fin, on voit quelques photos, effectivement, notamment la photo dans l'église avec les icônes. Mais voilà, et finalement, elles sont mélangées avec des photos de famille, en fait, et des photos d'inauguration, des photos d'inauguration de salle des fêtes. Donc, en fait, quelque part, l'œuvre... Des photos de la vie intime avec son copain, avec sa famille, les enterrements. Et moi, j'avoue que c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que d'une part, il y a
cette idée que l'œuvre d'un personnage, ou l'œuvre artistique, ou l'œuvre photographique d'un personnage, finalement, c'est toute son œuvre, même ce qui semble mineur, finalement, ou ce qui, pour elle-même, lui semblait mineur. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que, justement, ça rejoint, évidemment, ce qui se dit aussi sur la Corse. C'est-à-dire que l'histoire de la Corse, c'est pas uniquement les mecs du FLNC, c'est pas les beaux gosses cagoulés, tu vois, qui sont parce qu'ils sont quand même dans un trip de virilité, quand même assez, il y a une forme d'immaturité aussi. Enfin, il y a une forme à la fois de conscience politique et d'immaturité. Il y a une de roulage de mécanique. Ouais, de roulage de mécanique et tout ça. Et le fait de prendre de prendre le point de vue des femmes, qui n'est pas d'ailleurs quelque chose de nouveau, hein, filmer les il y a Hideo Gosha dans les années 80 avait fait des films qui s'appelaient Femmes de Yakuza, des films des femmes de truands, des femmes de militants, exactement, de voir comment ça se passe pour ceux qui sont pas les exécuteurs, qui sont pas qui savent ce qui se passe, pas les moteurs de l'histoire, qui savent ce qui se passe mais qui sont pas les moteurs de l'histoire, qui sont les témoins, et qui sont involontairement presque des complices, mais qui ne prennent pas part aux différentes actions, aux attentats, aux fusillades, aux enlèvements et parfois. Et alors, moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que quelque part, le film véhicule avec lui tout un imaginaire aussi, qui est un imaginaire qui est lié, pas simplement à la Corse, mais qui est lié quelque part au film de mafia, en fait. C'est-à-dire l'idée au film de mafia et au film, finalement, d'engagement politique, quoi, d'engagement politique violent, quoi, enfin, par l'action, quoi. Parce qu'en Francisco Rossi, les trucs. Et avec quand même cette idée que de cette jeune femme qui se rend compte du rôle qui lui est attribué, que c'est pas ce rôle-là qu'elle veut jouer. Elle veut pas jouer le rôle de l'épouse qui attend à l'extérieur que son Jules sorte de prison, en attendant qu'à de toute façon il aille. Parce qu'il y retourne tous les 2 ans. Exactement, en sachant qu'il finira par se prendre une balle dans la tête. Et il y a des moments justement et ça c'est ça qui est intéressant. Oui, parce qu'à un moment donné on voit aussi les différentes scissions au sein du FLNC, exactement, avec des trucs complètement dingues, où il y a donc ils finissent par se tuer entre eux, enfin c'est complètement aberrant, quoi. C'est l'armée des ondes, tu sais, c'est entre membres de la résistance, et tout le monde devient parano parce qu'un mec a un trait, parce qu'un tel a trahi, et donc ça ramène aussi du coup à une certaine pas tradition, mais un autre imaginaire, comme je parlais de l'armée des ombres, qui est celui de la résistance, dans un autre style, et on va dire dans d'autres visées, mais en tout cas pour certains membres indépendantistes corses, c'est le même travail. Et qui pose une question qui moi je trouvais vachement intéressante, sans forcément d'ailleurs y répondre dans le film, qui est l'idée que l'engagement politique, aussi noble soit-il, et quand on regarde le film, on voit bien que Peretti est pas du tout insensible à cette idée de l'indépendance corse. Peretti qui joue dans le film, il joue le parrain donc l'Antonia qui est prêtre. Et genre pas de caution morale, mais presque de bon sens dans. Mais voilà, mais qui est une espèce de mec entre les deux en fait, et qui en a marre d'enterrer des jeunes de 20 ans en fait, quoi. Je veux dire, et des gens qu'il connaît. Et des gens qu'il connaît, quoi, qui en a marre d'enterrer des gens qu'il aime bien, qu'il connaît, et qui sent bien que ça tourne à vide en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'engagement politique, quand il s'exerce à travers la violence politique, malheureusement, l'un des risques principaux, c'est de mener justement à une paranoïa généralisée et à finalement quelque chose de fratricide en fait, quoi. Quand la lutte politique indépendantiste se militarise et qu'au lieu de combattre les ennemis des origines, on va dire, ton ennemi devient ton voisin. Ouais, exactement. Et quelque part le fait qu'elle aille filmer à Vukovar. Enfin, la guerre en Yougoslavie, c'était ça, hein, je veux dire. C'est des voisins qui se tirent dessus. C'est des gens qui habitaient dans le même quartier, simplement on avait un qui était croate, l'autre qui était serbe, et du jour au lendemain, les Serbes débarquent chez le voisin croate, qu'ils connaissent depuis 20 ans, et ils assassinent toute la famille, quoi. Et là, tu dis, voilà, comment il y a des forces qui vont être plus fortes en fait que la sympathie ou que le civisme, enfin ou le fait de vivre ensemble tout simplement, quoi. Donc il y a plein de questions en fait qui sont posées dans ce film-là sans forcément qu'il y ait de réponse absolue. Et moi c'est un truc que j'ai apprécié par rapport justement au Garland qui lui était très définitif et très moralisateur. Et moralisateur, mais sans oser mettre les mains dans le cambouis d'une réalité factuelle. Alors que là, c'est un film de centriste. Voilà, exactement. Alors que là, t'as des événements. Voilà, même si tu connais pas l'histoire corse. Voilà, et moi je suis pas forcément fanatique de l'indépendantisme corse, mais tu comprends les différents points de vue, tu comprends, voilà, on te rappelle aussi des événements qui sont des événements traumatiques, de gens qui ont été tués, de gens qui ont été pris et puis de toute façon, la lutte indépendantiste corse se rapproche de beaucoup de luttes régionales, de l'IRA, le TA, le FLB. De toute façon, c'est toujours les mêmes mécaniques qui se remettent en place, parce que quand face à une machine d'État en fait, qui est beaucoup plus forte que toi, une mécanique d'État qui a beaucoup plus de moyens
moyens de pression, de moyens physiques, de thunes aussi, de toute façon, la lutte est forcément beaucoup plus compliquée. Et pas la manipulation, mais on va dire le côté retors de l'État va évidemment se retourner contre ceux qui luttent. Voilà, et donc ça c'est vraiment... voilà, je trouve que c'est un film qui est politique sans en avoir l'air et qui quelque part dit des choses aussi sur l'art sans en avoir l'air. Et ça, je trouve que c'est une espèce de modestie en fait, une modestie dans le propos. D'autant que ça passe par sa mise en scène où il est, je trouve, autant dans Enquête sur un scandale d'État, ça collait avec son sujet, c'était quelque chose de très sec, de presque clinique, y compris dans ses mouvements de caméra, avec pas mal de long travelling qui était assez étouffant. Là, au contraire, je trouve qu'il fait quelque chose, notamment en termes de photos, qui est beaucoup plus chaleureux et qui tourne vers quelque chose de beaucoup plus intime parce qu'on colle au point de vue du personnage principal. Mais on retrouve aussi, alors ça c'est un truc aussi que j'ai quand même apprécié, c'est qu'on retrouve aussi son rapport au temps. Et cette idée qu'un plan, faut laisser se développer les plans. Et notamment, il y a 2-3 plans moi, que je trouve qui sont des plans sans dialogue, avec des mouvements, une mise en scène relativement discrète, mais des dispositions des corps dans l'espace, notamment, je pense, ce plan où justement elle est à Vukovar devant la ville, et où elle est avec le fixeur serbe et sa copine journaliste, et puis ils sortent tous les trois, et ils regardent la ville sous leurs yeux, en fumant une clope, en fumant une clope, et il y a pas de alors j'ai pensé à toi évidemment quand j'ai vu le film, je me suis dit avec les scènes musicales, et je me suis dit avec une scène qui dure la totalité de Salut à toi des Murier Noir, et je me suis dit j'en connais un qui a dû être content. Sur une scène de photographie qui est très belle, qui est une très belle scène où elle photographie la nuque de son mec en fait, des Berus, pas la version de live de 89. Voilà, et où elle hésite, elle tourne autour de lui, et lui il est au téléphone en train de régler ses affaires, tu vois, on sait pas trop s'il a conscience ou non d'être pris en photo, enfin voilà, il y a plein de trucs qui se passent entre ces deux personnages à ce moment-là de la scène, et moi j'ai bien aimé en fait tous ces plans longs en fait, ces moments suspendus moi j'avoue que j'ai aimé ça, et il y a de temps en temps des éclats de violence. Oui, mais en fait, c'est vrai que c'est bien parce que les scènes, on va dire, intimes ou les relations entre personnages passent rarement par les dialogues. C'est plus quand il y aura besoin d'expliciter, on va dire, ou de montrer un contexte politique. Il y a une voix off. Où il y aura plus d'explications verbales. Il y a une voix off, mais qui n'est pas la voix off du personnage principal, qui est la voix off d'un témoin. C'est ça, c'est intéressant, c'est la voix off d'un témoin de témoin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui témoigne de quelqu'un qui a été témoin. Oui, et c'est une voix off qui est intéressante parce qu'en fait, on ne connaît le narrateur qu'arrivé aux deux tiers du film. Aux 2 tiers du film, en fait, c'est un personnage qui presque surgit dans la narration. Et dont on comprend l'importance par rapport à l'importance de cette jeune fille pour lui. Que tardivement en fait dans le film, et ça aussi il y a quelque chose, et ça joue pas du tout sur de la surprise ou sur des effets de quoi mon dieu mais qu'est-ce que j'apprends, c'est pas du tout du cliffhanger ou des trucs comme ça, c'est à dire que ça arrive vraiment naturellement dans le film, et je trouve qu'il y a une forme de douceur en fait, même si le film peut parler de choses assez violentes et de choses humainement quand même assez complexes, mais je trouve qu'il y a une forme de légèreté, mais quelque part qu'on retrouvait aussi dans Enquête sur un citoyen. Moi je me souviens des scènes de boîte dans Enquête sur un citoyen au-dessus de... Non, Enquête sur un scandale d'État. Oui, sur un citoyen, un scandale d'État au-dessus de tout soupçon. Et je me souviens des scènes de boîte de nuit, qui étaient justement des scènes assez longues comme ça, des scènes sans dialogue, où on voyait les corps, justement, les mecs se regarder. Moi, ça m'a fait penser on comprenait des choses sur les relations, sur la fascination de l'un vis-à-vis de l'autre. Ça m'a fait penser un petit peu au film de Zaimush, à son dernier principalement, donc Le Gang des Bois du Temple, mais où à la fois il y a... Qui est plus verbal quand même. Oui, mais je trouve que quand même il y a le même talent que chez Zaimush de faire exister un groupe de gens extrêmement vite alors qu'on vient juste de les rencontrer dans la narration, et de faire croire en fait à cette communauté, et avec un vrai sens des entrées des sorties de champ. Et moi là je peux dire, je dis aux étudiants qui font des films, effectivement, de temps en temps allez voir des films au cinéma, parce que vous verrez ce que c'est que des entrées des sorties de champ. Par exemple, il y a une scène dans le film, c'est la scène où ils partent faire un pique-nique dans la montagne, et ils s'engueulent parce qu'en fait il y a un des potes qui dit moi je veux pas qui quitte le mouvement, qui dit moi je quitte le mouvement parce que j'ai pas envie de me prendre une balle dans la tête, je veux avoir des enfants, je veux avoir une vie de famille, et on sent chez les autres qui sont à 2 doigts de le traiter de lâche en fait, et les filles se rebellent, l'héroïne se rebelle contre ça, et en fait les personnages quittent le champ au fur et à mesure comme ça, et c'est vachement bien foutu. C'est une très belle scène, moi je trouve, parce que tu vois le plan se dépeupler, et ça dit plein de choses en fait sur la manière dont cet engagement est en train de se flétrir et en train de se craqueler en fait. Parce que quand le petit groupe se disloque, c'est aussi la lutte elle-même
métaphoriquement, qui du coup prend des tours différents. Oui, parce qu'il y en a dans le groupe qui commencent à excuser des actes qui sont des véritables actes fratricides, c'est-à-dire d'aller tuer le mec d'à côté parce que sous prétexte que c'est un traître et de machin et voilà, et c'est confronté avec des images du réel, des images que moi j'avais jamais vues, des images de réunion où il y a des espèces de motions qui sont votées, où on dit ouais non mais c'est normal d'avoir été mettre une balle dans la tête de ce mec-là. Putain, tu vois, waouh, tu fais waouh, et tu vois tous ces gens qui sont en train de, et tu vois en fait tous ces gens qui sont en train de se planter en fait, qui sont en train de franchir le Rubicon en fait. Les réunions de syndic du FLNC, ça rigole pas. Hein. Ouais, et puis tu vois toute la part de mise en scène qui est aussi derrière tout ça. Notamment, il y a une scène où elle va prendre des photos dans une espèce d'usine désaffectée de mecs cagoulés. Il y a tous les décors classiques, les cagoules, la table, le drapeau derrière. On pose avec des guns pour montrer qu'on a une force de frappe. Il y a toute une considération aussi sur les masques. Ça, c'est vachement intéressant, où on passe des masques de gangsters des années 70 à des masques avec des yeux qui sont vachement plus effilés, qui du coup donnent un côté vachement plus menaçant et presque fantastique en fait. Il y a plein de trucs intéressants dans ce film. Tu vois, de toute façon, dans l'évolution des groupes indépendants, justement sur les différentes photos, comment est-ce que ça passe un peu des costumes un peu de chasseurs de folklore, mais de chasseurs bricolés quoi, un truc paramilitaire, et où c'est plus la même ambiance quoi. Tu sens qu'il y a plus ce côté là, il y a pas cette ambiance là non plus quoi. Il y a plus le côté festif du début de la lutte, enfin festif entre guillemets, mais quelque part festif, parce qu'il y a cette scène de concert au début du film où alors ça c'est très, moi je me suis dit en regardant le film, je me suis dit mais putain, moi tu me mettrais dans une situation comme ça, je pense que je suis pas du tout sûr que je serais rassuré, parce que c'est pas du tout c'est pas du tout une habitude culturelle ici. C'est-à-dire qu'il y a un concert de polyphonie corse et t'as des mecs sur la place du village. Voilà, sur la place du village, et t'as des mecs dans le fond qui tirent à coups, mais comme dans les enterrements, qui tirent à coups de 9 mm en l'air quoi. Et tu fais mais qui sont des choses qui existent dans plein de pays, on parlait de la Serbie tout à l'heure, à mon avis c'est non mais voilà, je veux dire, mais simplement c'est vrai qu'en Bretagne où ça se fait pas, c'est vrai que c'est la scène de concert est très, parce que t'as l'impression d'être aux vieilles charrues, mais avec des mecs avec des 9 mm qui peuvent rentrer dans le concert, et tu dis ah ouais d'accord, ok, c'est aussi ça quoi, la France quoi. Un fest-noz avec des guns, le meilleur des deux mondes. C'est plutôt ça la Corse quoi. Enfin c'est aussi ça la Corse quoi, voilà. Et du coup alors il faut préciser quand même que Thierry de Peretti est corse, donc il connaît quand même très très bien le sujet, et puis on sent bien que c'est une terre à laquelle il est particulièrement attaché, même si effectivement il peut avoir par ailleurs des réserves sur l'action politique et tout ça. Justement, il a un recul mais lui aussi c'est un témoin. Lui aussi c'est un témoin. Donc quelque part, à travers le portrait de cette jeune femme, il y a aussi lui derrière. Moi c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que tu sentais quand même ça, à la fois dans la voix off du jeune homme et dans elle, tu sentais des trucs que lui avait envie de dire sur des questions qui s'étaient posées, sur justement des questions de cinéma aussi, sur la photographie, parce que la photographie évidemment c'est la métaphore du film. Il y a une métaphore de comment est-ce qu'on va filmer le réel, vu que t'es témoin direct, qu'est-ce que tu filmes et comment est-ce que tu le montres, ou alors comment est-ce que tu le promeus pour diffuser et sans vendre ton âme quoi. Voilà. C'est ça le truc quoi. Sans vendre ton âme et sans avoir l'impression de trahir les gens que tu connais. Donc l'inverse quasiment presque total du film de Garland en fait, qui du coup c'est oubliable. Mais c'est marrant que ces deux films sortent la même année, parce que tu sens comment l'un souffre. C'est-à-dire que le film de Peretti enfin je veux dire il y aura pas des pubs sur BFM TV pour le vendre en DVD, tu vois. Alors que le Garland, c'est le film événement. Moi j'ai vu des pubs, le film événement. Puis je pense, malheureusement, on va dire que le film de Peretti risque de ne pas vieillir dans ce qu'il raconte et dans ce qu'il montre, alors que le film de Garland, c'est le film qui va prendre 20 ans à chaque vision. L'année prochaine. Et alors, par contre, il y a un truc auquel il faut faire attention quand on regarde le Peretti, c'est que il y a un parti pris de mise en scène qui peut être un peu perturbant. Moi, qui m'a un peu perturbé au début, c'est qu'en fait, il joue pas du tout. Il y a 20 ans, et il joue pas du tout sur les maquillages. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ça change de coiffure. Ouais, mais c'est vraiment la psychologie des personnages qui fait mûrir, qui fait vieillir les personnages. C'est-à-dire que l'actrice, elle a 25 ans au début du film, 18, elle a 25 ans, au début des années 2000 quand le film se conclut quoi. Et tous les acteurs aussi. Et ça c'est un choix. Il vaut mieux être prévenu de ce choix-là, parce que ça peut être un peu perturbant au départ. En termes de temporalité, alors moi je veux dire, j'ai exactement la même tête que quand j'avais 18 ans. Ouais. Je n'ai pas pris un poil blanc. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, t'es toujours juvénile et voilà et avenant. Mais voilà. Mais ça peut être un peu déstabilisant, parce que c'est vrai que dans un film qui est plutôt réaliste par ailleurs, c'est un choix de mise en scène qui est un peu parti pris de distance, qui est un peu fantasmatique en fait, qui a quelque chose de très cinématographique en fait là-dedans, mais qui fonctionne. Une fois qu'on a compris ça, le film fonctionne très bien. Donc à son image de Thierry de Peretti, encore dans les salles. Très rapide virgule, on va passer à toute autre chose, et un chat qui pète. Greffier. Oh, viens là mon pépère. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans mon pépère? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, viens donc. Qu'est-ce que tu lui as fait, toi? Rien. Mon père, il a le cœur qui bat. Pauvre petite bête.
En attendant Godard sur Syllab. C'est le chat, exactement, ça, un extrait du chat de Pierre Granier de Fer avec Gabin et Signoret. Et donc de chat, il en est question dans le film d'animation Anzu, chat fantôme de Yuko Kuno et Nabuhiro Yamashita, que docteur vous avez vu car vous aimez les chats et quand ça pète. J'aime bien les chats fantômes qui pètent, effectivement. Et, c'est quand même une niche. Oui, c'est une niche, effectivement. Une niche à chat qui pète, on pourrait dire même. Mais en fait, j'avais envie de me regarder. J'avais vu la bande-annonce, je m'étais dit, ça a l'air comment dire, ça a l'air comme plein de films, plein de mangas, plein d'animés japonais que j'aime bien. C'est-à-dire que ça se passe dans des petits bleds estivales. Il y a des yokai. Voilà, enfin, moi il faut pas m'en dire plus, hein. Je veux dire, c'est des endroits, en fait c'est des mondes dans lesquels j'ai envie de vivre, moi. Ça, c'est typiquement le genre de monde dans lequel j'ai envie de vivre, parce que c'est des mondes où justement la laideur de notre humanité je veux dire, voilà, est toujours vaincue par à la fois la beauté du lieu et par la beauté de l'âme des personnages. Où les gens sont sympas et en plus on fait pas de sport. Exactement. Et là c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que, alors déjà c'est un truc que j'ai découvert en regardant le film, c'est que c'est une coproduction avec la France, un peu comme La Tortue Rouge, hein, et c'est apparemment un manga indépendant, c'est-à-dire que c'est pas un manga produit par Ghibli, enfin c'est pas un animé produit par Ghibli, c'est un manga. C'est pas une grosse prod. Voilà. Et je crois que je crois que l'un des deux co-réalisateurs est une co-réalisatrice, je crois, ce qui est pas si courant que ça dans l'animé japonais d'avoir des femmes qui sont la mise en scène. Je m'y connais pas forcément, je suis pas forcément un spécialiste, mais à ma connaissance, j'ai pas souvenir d'avoir tant que ça de noms de femmes qui font du manga. Donc c'est tiré d'une BD que j'ai bien envie d'un manga que j'ai bien envie de lire du coup, parce que ça m'a l'air très sympa. Et ça raconte l'histoire d'une petite fille. C'est assez balisé comme histoire. Hein. C'est l'histoire d'une petite fille qui est laissée dans un temple, voilà, par son père qui est nul. Qui doit du fric à des yakuza, enfin voilà, qui est vraiment nul et qui doit retourner à Tokyo pour aller payer ses dettes. Et évidemment ça marche pas très bien. Et donc il le laisse au grand-père en fait qui tient le temple. Voilà. Et dans ce temple, il y a Anzu, donc un chat fantôme qui est en fait un chat qui est jamais mort et qui grossit, qui est bipède en fait, et qui est en fait un chat de 39 ans qui se comporte comme un type de 39 ans en fait, comme une espèce de Ted en fait, comme une espèce de Ted. Ah, tu t'es identifié. Voilà. Et en fait il est très sympa ce chat. Et en fait il est super cool ce chat, parce que alors outre le fait qu'il pète, il a aussi des tas d'amis yokai qui glandent dans la forêt, qui sont pas des yokai, qui sont pas des esprits super importants et tout ça, mais qui sont des gars avec qui t'as envie d'aller boire l'apéro. Ah, il y a un champignon géant. C'est un film de Richard Linklater. En fait, quelque part, alors ça s'anime un peu dans la deuxième partie du film, et c'est peut-être pas forcément ce qui est d'ailleurs le plus réussi. Moi, je trouvais que vraiment la première partie, c'était vraiment ce sentiment estival que tu retrouvais un petit peu dans Lettre à Momo. Oui. Tu vois, ça fait un peu penser à Lettre à Momo de ce côté-là, c'est-à-dire comment est-ce que le va réparer le deuil, enfin, voilà, parce qu'il y a la petite fille, la jeune fille, sa mère est morte, donc il y a comment est-ce qu'on va réparer le deuil, mais ça reste en arrière-plan, parce qu'en fait, ça c'est aussi intéressant, c'est que le personnage de la petite fille n'est pas du tout traité comme une héroïne sympathique à la Chihiro. Elle arrête pas de râler pendant tout le film, elle est jamais contente de rien, elle tire la gueule sur tout, et le chat, lui, par contre, il est tout le temps, c'est l'optimisme fait chat, voilà. Donc il y a cette espèce d'opposition de caractère qui, moi, j'ai trouvé un petit peu assez sympa, moi, d'avoir cette gamine un peu piquesse, un peu punaise, voilà, et d'avoir ce gros chat tout placide qui boit de l'alcool de riz avec qui boit de l'alcool de riz avec ses potes esprits. Et puis au bout d'un moment, ils vont en enfer, il y a des démons, il y a le roi des enfers, tout ça, ils vont chercher la mère aux enfers, etc. Donc ça s'emballe dans la deuxième partie. Et moi j'ai trouvé que c'est un film, alors c'est pas forcément, c'est pas le meilleur animé de la Terre, mais c'est feel good. Et voilà. Mais par contre, si vous voulez voir un film voilà, je veux dire, où vous ressortez, vous êtes voilà, la vie est belle, Anzu chat fantôme, c'est vraiment un très très bon. Enfin, moi j'ai passé un très bon moment, quoi. Et il y a des moments où j'ai ri, quoi. Et puis de toute façon le chat, il ponctue ses phrases de miaou. Voilà. Et donc c'est à dire qu'il dit une phrase et puis à la fin il fait miaou. Voilà. Et moi rien que ça. Et en fait il a des compagnons, c'est des petites cailles et elles sont toutes rondes. C'est des petites boules rondes avec un petit bec, et elles passent leur temps à courir autour de lui en faisant pipi comme ça. Bon, pour moi c'est bon, quoi. Moi j'ai bon, je dis, oh, les cailles, elles ont l'air trop fun. J'ai envie d'avoir des cailles comme ça, et j'ai envie d'avoir un pote qui soit un chat fantôme aussi. Donc Tonton Erwan vous recommande Anzu chat fantôme. Et si vous avez des enfants de 8-12 ans, vous allez vous les emmener voir ça, c'est super sympa. Actuellement dans les salles, on va passer à toute autre chose. On va passer à un monde beaucoup moins sympathique. Et donc on écoute tout de suite La Bonne Brigade. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Bad Brains avec Red Brigade,
que l'on peut entendre dans le nouveau long métrage de Jérémy Saulnier, Rebel Ridge, disponible sur Netflix depuis une dizaine de jours. Et donc Jérémy Saulnier, un metteur en scène qu'on avait connu il y a une dizaine d'années, on avait l'impression que c'était un gars qui adorait les couleurs, parce que son premier film c'était Blue Ruin, son deuxième film c'était Green Room, et son troisième métrage c'était All the Dark. Il avait aussi réalisé quelques épisodes pour True Detective saison 3, c'est ça. Et donc là il revient... En fait, il a fait un premier film a priori, Murder Party. Je n'ai pas vu. Moi non plus. Réalisateur pour qui je suis mi-con, mi-bon, parce que souvent je trouve que ces films ont de très bonnes amorces et que très vite je trouvais que ces films s'effondraient assez vite. Là, je trouve que le film s'effondre un peu en deuxième partie, après une première partie que je trouve excellente, qui donc nous raconte l'histoire d'un ancien soldat incarné par l'acteur anglais Aaron Pierre, alors qu'il se balade tranquillement à vélo pour aller au tribunal dans un petit... En écoutant Iron Maiden. Voilà, The Number of the Beast. Déjà rien que ça, moi c'est... Ouais. Moi, du vélo et laissez-moi parler. Le film m'a eu avec ça. Taisez-vous. Donc, qui va en fait se rendre dans un petit bled tout pourri pour aller au tribunal pour payer la caution de son cousin qui a été arrêté pour quelques malversations et quelques, on va dire, délits en rapport avec la drogue. Il se fait donc percuter sur la route par des flics qui se demandent qu'est-ce que c'est que ces 30 000 balles qu'il a dans son sac. C'est louche, forcément. Hop, c'est forcément de l'argent de la drogue. On le prend, on verra ça plus tard. Monsieur, revenez. Le mec est pas content parce qu'il faut vraiment qu'il libère son cousin. Et là, pas de bol, il tombe sur le chef des flics, Don Johnson, dans son rôle préféré depuis 15 ans, de jouer un fils de pute de droite. Et donc, évidemment, il va y avoir une bonne montée en tension pendant 1h15 avant que ça ne commence à exploser et que des tatanes viennent se mettre à de coups dans la gueule. Donc non létal. Non létal. Voilà. Parce que donc c'est un film qui pourrait se résumer on va dire en termes formels et presque en termes d'intensité d'action dans un des dialogues où c'est la désescalade. Ou c'est-à-dire, comme le disait le critique Emmanuel Raspian-Jazz, finalement un des principes du film, ça serait de prendre le rebours de tout ce qui se fait actuellement dans le film d'action américain, même dans le cinéma mondial. C'est-à-dire que, au lieu de chercher à tout prix une explosion de violence directe, finalement, on va essayer de désamorcer au fur et à mesure en parlant d'acronymes, en parlant de textes de loi, où en fait, on est de négociation. Voilà, en fait, c'est toute cette montée en tension pendant la première heure que je trouve absolument prodigieuse, avant que je trouve qu'une deuxième partie qui, je trouve, s'effondre un peu après quand même un bon ventre mou. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a en tout cas un univers qui est posé, une mise en place pour faire un genre de Rambo Lofi que je trouve absolument passionnante. Thibaut. Oui, je suis d'accord avec toi sur la deuxième partie qui part un petit peu un peu en n'importe quoi, qui m'a un petit peu perdu. Même si au final le talent de Jérémy Saulnier rattrape au final le tout et fait que son Rebel Ridge en fait tient quand même sacrément bien à la baraque. Alors moi je suis très content de revoir Jérémy Saulnier parce que j'avais adoré Blue Ruin, j'avais trouvé Green Room ultra intéressant également. Et puis il avait posé la saison 3 de True Detective qui, même si c'est pas la meilleure, super intéressante, reste quand même très intéressante également. Donc moi je suis très content. All the Dark, je l'ai pas vu. All the Dark, que j'ai loupé moi aussi. Il est sorti en 2018. Ouais, que j'ai complètement loupé. Mais moi, Aucun homme ni Dieu en français. Ouais, moi, ce que j'aime, un survival dans le froid avec Jeffrey Wright. Bah pourquoi pas. Mais moi, ce que j'aime bien avec Jérémy Saulnier et surtout avec ce film-là, parce que c'est un film c'est un film d'artisan. Jérémy Saulnier a du talent, a beaucoup de talent. D'ailleurs, il est directeur photo, il est monteur ici sur son propre film. Il écrit, il produit, il réalise. C'est son film, pour le coup. Voilà. On aurait pu croire un petit côté, on va dire, prétentieux, je sais tout faire. J'ai pas envie de citer Xavier Dolan, mais je vais le dire quand même. Et en fait, ici, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de sincère dans son approche des genres. Parce que le film, en effet, est un mélange de genres. C'est ça qui est absolument prodigieux, c'est qu'il arrive à mélanger des films de commissariat, on va pas aller vers garde à vue, mais des films de commissariat, des films de home invasion, des films de tatane, des poursuites. Et il arrive à mélanger ça, je trouve qu'il articule ça de manière hyper cohérente et hyper simple. Ce qui fait que voilà, il y a toute prétention en fait se dégage. Avec une mise en scène assez sèche en plus. Et voilà, et du coup on peut se concentrer sur une mise en scène qui est j'ai envie de dire qui est quasi ludique, parce qu'il mélange tellement les genres, du coup il se permet
de manière assez discrète, des jolis cadres, des jeux avec des miroirs, une gestion de l'espace qui est absolument avec des super dialogues, qui est absolument admirable, des très bons dialogues. C'est un très bon directeur d'acteurs. Les acteurs sont excellents. Aaron Pierre là, il est. Moi j'ai jamais entendu parler de ce mec-là. Alors, Aaron Pierre, un acteur de théâtre. Voilà, on est sur quelqu'un. Alors au début c'était John Boyega qui était pressenti. Et le film a été retardé plusieurs fois avec Covid. Et du coup il a casté Aaron Pierre et c'est un acteur d'une présence hallucinante et je trouve que son duo avec Anna Sophia Robb qui joue une assistante au tribunal. Je trouve que le duo fonctionne hyper bien. Physiquement en plus, je trouve qu'il y a une vraie belle. Elle est toute queue, il y a une vraie belle complémentarité. Mais on va rester, leur relation va rester amicale, quasi professionnelle même. On va pas rester fraternelle, on va dire d'entraide. Voilà, on va pas rentrer dans une espèce de love interest. Je pense qu'il y aurait perturber le film parce que là où Saulnier veut aller, c'est faire un immense exercice de style avec plusieurs exercices de style à l'intérieur. Et ça, je trouve ça parfois ça se pète la gueule, justement. La fin, c'est parce qu'il y a un peu nimp, mais la fin, elle se pète un peu la gueule, mais en même temps, il y a des scènes qui sont absolument délirantes. Et moi, j'ai pensé à toi quand j'ai maté le film, parce que quand ils vont dans les on spoil un tout petit peu. Doc. Au doc, pardon, parce que je regardais le doc. C'est qu'à un moment, ils vont faire une recherche dans les catacombes. Et là, les sous-sols qui sont plus gros que les bâtiments, où il y a des ramifications de partout. Moi, j'avoue que la dilatation de l'espace, moi, j'avoue que je trouve ça hyper intéressant et c'est hyper fun. Et je trouve que ça ramène une tension qui est ultra palpable. Donc c'est très maîtrisé, certes mineur par rapport à Blue Ruin. Moi, Blue Ruin m'avait fait un très très bel effet, même au Green Room, mais tu sens que c'est pas un truc, il y a pas la patine Netflix. C'est un film qui est beaucoup plus rock'n'roll que les productions Netflix. Alors que c'est une prod Netflix, mais pour le coup, c'est un film qui ressemble à un vrai film. C'est un film de Saulnier, parce qu'en plus, après je vais laisser la parole au doc, mais c'est un film qui retranscrit également des thématiques de Jérémy Saulnier. Alors, Blue Ruin, c'était vraiment la problématique white trash, c'est quasi friedkinien. Mais on y est là carrément, parce qu'il me semble qu'on est en Louisiane. Ouais, mais Green Room, t'avais aussi des white trash, mais plutôt. Alors là, on était dans l'Oregon, mais ce qui était intéressant dans Green Room, c'était la bagarre, c'était la guerre entre les punks et les nazis. Et en fait, ici, il fait un mix des deux. En fait, il y a une vraie problématique white trash, il y a une problématique de guerre, et en même temps, il enrôle le tout de. C'est quoi être pour Aaron Pierre, donc pour un homme afro-américain, c'est quoi ce trimbalé dans le sud avec des flics pourris, racistes et qui n'ont des flics et corrompus jusqu'aux yeux. Donc il englobe le tout pour faire un petit discours aussi sur l'état des États-Unis, sur l'état de l'Amérique, des problématiques aussi au niveau de la thune ou comment une communauté en fait se délite non plus seulement par la guerre, mais également par l'économie. Et ça, je trouve ça admirable. Et c'est trois dialogues, mais qui sont ultra percutants. Docteur. Alors justement, moi c'est ça qui est moi je suis même un peu plus, je vais même un peu plus loin que vous parce que moi j'ai vraiment bien aimé le film. J'ai même trouvé que je trouve que la scène finale de Massacre non létal. De Massacre non létal, moi j'ai trouvé ça super. Moi j'ai trouvé ça en termes de chorégraphie, gestion de l'espace. Il y a des mecs qui se prennent des coups de LBD dans le bide. Oui, d'ailleurs, ils sont bien résistants pour se prendre des coups de LBD à bout portant. Et c'est ça qui est intéressant et ça rejoint ce que tu disais sur les archives. C'est-à-dire que en fait, il arrive de manière assez, parce que moi tu vois le truc des archives, j'avais pas du tout capté que c'était pas du tout crédible en termes spatiaux. Par contre, il y a un truc qui fait que l'ensemble est crédible par rapport à un film d'action américain hollywoodien, c'est qu'en fait, c'est le côté procédurier. Et moi, c'est un des aspects que j'ai préféré dans le film, c'est le fait que c'est comme dans The Green Room. Et moi, je me souviens que quand j'avais un pote qui m'avait vendu The Green Room en me disant, tu vas voir, c'est un film où tout le monde est intelligent. Et en fait, c'est le même truc, c'est-à-dire que t'as beau avoir du gros flic, les mecs, c'est des malins, quoi. Et en fait, c'est vraiment une partie d'échec en fait entre ce mec dont ils savent pas qu'il faut pas le faire chier et il y a cette scène et moi voilà et là moi on pouvait pas faire mieux pour moi. La scène Wikipédia. La scène où il y a plus internet. Et là j'ai senti le Covid, j'ai dit le mec c'est un badass et en fait la fille elle cherche sur l'ordinateur et t'as un truc qui se passe à l'extérieur et les flics font les malins et tu dis mais non mais faites pas les malins les gars, le gars il est plus fort que vous, il va vous mettre la misère. Mais en même temps tu voyais pas un super soldat
À la Steven Seagal, c'est un mec à la Jackie Chan, c'est un mec qui est dans l'évitement, c'est un mec qui est dans le désarmement, c'est un mec qui est dans le désarmement en fait. Mais c'est pas genre un ancien des guerres d'Afghanistan qui a tué. Non, il pète pas des nuques justement. C'est pas un tueur, c'est pas un assassin le mec en fait. C'est juste un mec qui est en totale maîtrise de ce qu'il fait quoi. Et d'ailleurs l'assurance qu'il a, l'acteur est génial, hein, l'assurance qu'il a quand il vient réclamer son dû. Parce qu'il estime que voilà, puis t'as vraiment ce côté. Il a raison. T'as ce côté, qu'est-ce que c'est qu'un citoyen quoi. Le droit est de son côté. Voilà, le droit est de son côté, il a raison. Simplement, les autres jouent aussi du droit. Et ils ont raison aussi. C'est pas illégal. Ils jouent en fait des failles du droit pour des subtilités. Un peu comme notre président qui fait des trucs qui sont légaux mais pas légitimes. Et ben là, on a un peu ce truc-là, c'est-à-dire que ça joue sur les ça joue sur les ça joue justement sur cette espèce de fine crête en fait entre le légal et l'illégal en fait et cette espèce de zone grise en fait et les flics sont et derrière ça quelque part tu comprends pourquoi justement ils font ça parce que derrière ça il y a cette histoire de comment est-ce qu'on finance une police quand il y a plus de fric dans la cité, le service public a été cassé, il y a toute l'idée que la police va être rachetée entre guillemets par la police d'État et ça ils veulent pas parce que ça met fin à leur truc à eux, donc ils jouent sur les peines machin. Enfin moi j'ai trouvé que finalement il y avait quand même une certaine complexité, tu vois. Moi je m'attendais à un truc un peu bête et méchant, tu vois, un peu bas du fond, mais je trouve que derrière chez les flics moi ce que j'ai apprécié c'est il y a une forme d'intelligence. Par exemple toute la scène d'arrestation où il faut mettre une arme dans la voiture du mec et tu sens que ça vient quoi, où il y a deux voitures de flics qui s'arrêtent à 50 mètres et puis t'as l'un des ennemis principaux du personnage principal du héros qui vient le voir et on sent que voilà s'il a pas réfléchi à la situation il va se faire buter quoi. Enfin voilà et la tension moi je trouve fonctionne vachement bien d'un point de vue à la fois scénaristique et d'un point de vue de la direction d'acteur. Donc moi j'ai été vraiment très heureusement surpris par ce film. Je savais que moi j'avais déjà bien aimé The Green Room, hein. Moi j'avais beaucoup aimé Blue Ruin, j'avais beaucoup aimé The Green Room avec un Patrick Stewart tout en méchant qui était très bien d'ailleurs. Et justement moi ce que j'avais aimé c'était que les personnages étaient intelligents effectivement, c'est-à-dire que les personnages tu sens qu'ils réfléchissent à comment est-ce qu'ils vont faire pour baiser la gueule du mec d'en face quoi, voilà. Alors dans The Green Room ça se terminait de manière très violente, là c'est évidemment justement beaucoup moins violent, mais tu retrouves cette espèce de truc qui fait de donner une espèce d'égalité en fait à tous les personnages, même s'il y a des gentils et des méchants, mais de leur donner une égalité dans la capacité à réfléchir et à agir, voilà. Et du coup ça devient incertain, tu sais pas qui va gagner parce que du coup il n'y a pas de problématique morale en fait dans ce film, ce sont des problématiques légales et économiques, bien sûr. Mais il va pas faire passer, comme tu le dis, les flics pour Don Johnson. C'est un salaud. Mais tu peux comprendre pourquoi est-ce qu'il en est là. Ce qui ne l'excuse pas pour autant. Non, non. Le juge qui est joué par James Cromwell. Ça m'a fait hyper plaisir. James Cromwell qui visiblement doit avoir des problèmes de motricité parce que chaque fois qu'il joue, il joue assis maintenant. Il a 95 ans. Mais qu'est-ce qu'il est bien ça. Il est toujours ultra charismatique. De toute façon, il bouffe l'écran. Mais pareil, tu comprends un petit peu la logique. Mais voilà, on reste sur des choses qui sont tenues. Parce que, comme je disais là, il va pas y avoir de love interest parce que ça aurait un petit peu. Ça n'aurait pas eu de sens. Ça n'aurait pas eu de sens, ça aurait corrompu le film. Le personnage féminin a une histoire un petit peu de garde d'enfants. En fait, c'est un petit peu la galère à ce niveau-là. Elle a peut-être un petit background aussi au niveau de la drogue. De Camé, mais. Et du coup, ça explique pourquoi est-ce qu'elle s'est lancée dans la justice aussi. Voilà, tu vois, mais c'est. Voilà, une scène, tu comprends, 3 lignes de dialogue. Sans pathos. Ouais, puis c'est des vrais mécaniques de roman noir qui sans jugement moral. Où c'est l'inconnu qui vient en ville, peu à peu tu découvres la pourriture et puis la corruption de la ville, comment est-ce que ça influence le fonctionnement même. C'est un truc quasi westernien à ce niveau-là. À certains plans, oui. Tu retrouves la figure effectivement de l'étranger qui vient remuer la merde en fait, malgré lui quelque part, mais qui lui est droit, mais qui vient remuer une merde qui le dépasse complètement. Alors c'est vrai que lui, c'est peut-être. Au final, malgré tout le talent, le charisme, la beauté de cet acteur, c'est peut-être au final le personnage le moins intéressant dans le sens où il est quand même très archétypal. C'est il est une figure. Oui, il n'est pas un personnage. Du coup, il fait briller les autres. Mais il fait briller exactement. Donc du coup, ça c'est intéressant en fait. C'est le retournement en fait de la caractérisation des persos. En fait, c'est tous les sidekicks sont beaucoup plus intéressants que le personnage principal, malgré. Et que des pures ganaches, hein, les mais surtout les yeux d'Aaron Pierre. Ah oui, lui, il a des yeux de fou. Donc, Rebel Ridge de Jérémy Saulnier, disponible sur Netflix depuis une dizaine de jours, évidemment chaudement recommandé. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes.
Alors les coups de cœur, carrément Fleuret. Moi, ça va être Tel père, tel fils de Koreeda, ou comment une famille japonaise se rend compte que leur enfant, en fait, a été échangé à la naissance. Donc, du coup, ça va être la rencontre des deux familles pour pouvoir échanger leur propre enfant. Une thématique. La vie est un long fleuve tranquille. Et en gros, c'est ça, mais vu via le prisme de Koreeda, donc une thématique ultra difficile, mais bien entendu, l'humanité de Koreeda va bien entendu rattraper le tout, et surtout un rapport au monde où en fait Koreeda questionne c'est quoi être père. Voilà, ça m'a un petit peu ému. Ça m'a beaucoup parlé, et une gestion des focales et des flous sur comment en fait on peut sortir du monde rien que par un flou absolument admirable. Ah, c'est Michael Mann, ça. C'est la fin d'Hacker. C'est Michael Mann, mais bon, avec c'est un peu plus, carré. Un peu moins minéral aussi, j'imagine. Très beau film. Merci. On va rester au Japon avec un tout autre genre, docteur. Oui, ce sera donc 13 Assassins, film de 2010 réalisé par Takeshi Miike, que j'avais vu en son temps et que je n'avais jamais revu depuis. Et j'avais un souvenir que c'était un peu La Boucherie sans eau. Et effectivement, c'est La Boucherie sans eau. Mais j'avais oublié que avant La Boucherie sans eau, c'est finalement une demi-heure du film et que tu as 1h30 de mise en place avec 13 assassins qui doivent aller assassiner un gros connard de frère, de demi-frère du shogun, qui est complètement psychotique, et ça se termine par un massacre qui, on va dire, emprunte autant aux 7 samouraïs qu'au dieu de la guerre de Wang Yu, avec tout ce que ça comporte de boue et de sang. Donc voilà. Donc si vous aimez les samouraïs, la boue, le sang, les sabres, c'est un film que je trouve, et c'est un des films les plus rigoureux de Miike, ce qui montre qu'il est aussi capable de faire du rigoureux et quand il veut, et c'est beaucoup plus classique, mais moi j'aime beaucoup ce film là. Merci docteur. Moi ce sera deux choses. Le premier, c'est le film de Raoul Ruiz de 1983, La Ville des Pirates, film expérimental et très littéraire, hyper étonnant, avec un jeu sur les focales et sur les décors absolument dingue, avec Melville Poupeau dans son premier rôle, il avait 10 ans je crois. Et sinon c'est la série documentaire de Thibaut de Longeville, disponible sur Arte depuis le 12 septembre. Donc DJ Made in France, 6 épisodes d'une 40aine de minutes sur le parcours du beatmaker et du sampler. Qui était un des producteurs les plus talentueux des années 90. DJ donc des années 90-2000, rempli d'images d'archives hallucinantes. Avec du DLJ, j'imagine, du Kerry James, du 113, il y a énormément de témoignages des gens avec qui il a bossé, donc le 113, Kerry James, mais aussi après ceux de l'électro comme Boomba, ceux de Cassius, ou les gens de Justice, pour voir un petit peu l'évolution hors norme de ce génie absolu. Qui est toujours un des producteurs les plus respectés. Qui a commencé à 12 ans, qui fait des prods déjà hallucinantes. Donc le documentaire est passionnant, et peut-être que nous en reparlerons ici, mais en tout cas, la série documentaire, j'aurais quelques petites choses à dire dessus et quelques mini-réserves, mais en tout cas, c'est un très 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 beau travail de Thibaut de Longeville. Merci Ulysse à la mise en son de cette émission. Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut.